Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'avenir du Cap-Vert se décidera ce dimanche 17 octobre avec l'élection du nouveau président de la République. Seule certitude, le chef de l'État sortant, Jorge Carlos Fonseca, tire sa révérence au terme de 2 mandats consécutifs. Alors quel bilan tiré de sa gouvernance? Élément de réponse dans cette édition. Les conditions troublantes du retrait des casques bleus gabonais de la Centrafrique par l'ONU ont fait l'objet de discussions entre le Gabon et la Centrafrique. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est rendu à Libreville avec la volonté d'avoir plus d'éléments d'enquête. Et bonne nouvelle pour les amateurs du 7e art, la 27e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a débuté ce samedi 16 octobre. Plus de 200 films sont en compétition pour les Talents d'Or du Yenanga, la récompense suprême. Fin de parcours pour le président capverdien Jorge Carlos Fonseca. Ce dernier passera le relais à son successeur qui sera élu ce dimanche 17 octobre. Le Cap-Vert fait figure de modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, mais après 2 mandats consécutifs, quel bilan tiré de l'action du président Jorge Carlos Fonseca dans la vie démocratique capverdienne? Élément de réponse avec Aïssatou Bari. À la présidentielle du Cap-Vert de ce dimanche 17 octobre 2021, le président sortant, Jorge Carlos Fonseca, ne briguera pas d'autres mandats. Élu en 2011 et réélu en 2016, il avait promis au cours de son second mandat de créer un environnement propice à l'approfondissement du débat démocratique au Cap-Vert et à la recherche de consensus sur les problèmes de base du pays. Le président Carlos Fonseca est considéré par beaucoup comme étant un précurseur de la démocratie dans le pays, qui a vu se succéder 3 élections toutes réussies, législatives, municipales et présidentielles. Le président Jorge Carlos Fonseca peut être satisfait de ce double mandat à la tête de l'archipel du Cap-Vert. C'est un pays qui est une référence sur le continent africain. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis l'arrivée du président Fonseca, anciennement ministre des Affaires étrangères, il y a eu une vie démocratique qui a pu émerger avec des alternances notamment au niveau des législatives, ce qui est assez positif. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a plus ou moins un modèle qui est en train de se développer au Cap-Vert. On en reconnaissait certaines valeurs comme notamment des qualités de gestionnaire à la tête de l'État. Au plan économique, Jorge Carlos Fonseca a mis l'accent sur l'établissement d'une croissance économique durable qu'il avait définie comme étant une préoccupation majeure du gouvernement. Entre 2010 et 2015, le pays a enregistré une croissance en moyenne de 1,8%. Ensuite, une reprise s'est amorcée en 2016 avec une croissance de 4,7%, puis 4% en 2017 et 5% en moyenne en 2019, selon la Banque africaine de développement. Mais ces aspirations ont été douchées par la crise sanitaire de Covid-19. Le pays enregistre une récession historique de 14,8%. Maintenant, les enjeux seront notamment d'avoir une autre dimension, une dimension environnementale, une dimension digitale avec notamment l'économie numérique. C'est un peu notamment des socles qu'a bâti le président Fonseca avec des facilitations notamment dans la création d'entreprises pour créer un climat et un environnement économique favorable. Et il y a aussi cette volonté de favoriser le commerce intra-africain, notamment avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'un des enjeux majeurs auxquels a eu du mal, c'est celui de sortir notamment 1/5 de sa population qui reste encore très fragile, avec notamment une situation de pauvreté structurelle. S'il est perçu par certains comme un président sobre et disponible, nombre de citoyens lui reprochent une mauvaise gestion de l'éruption volcanique de novembre 2014 ayant entraîné des milliers de sans-abri et un fort taux de chômage parmi les jeunes. Le Cap-Vert est doté d'un régime semi-parlementaire dans lequel l'exécutif est dominé par le Premier ministre, le président jouant davantage un rôle d'arbitre. Une situation qui a sans nul doute restreint ses actions, argumentent des observateurs. Il est à noter que la campagne électorale capverdienne
a pris fin ce samedi 16 octobre à minuit pour les 7 candidats en lice. Une campagne présidentielle qui a connu un réel succès et beaucoup d'engouement selon la commission électorale. Également dans l'actualité, Laurent Gbagbo signe son grand retour sur la scène politique ivoirienne. L'ancien président ivoirien, qui est rentré d'exil en juin dernier, après avoir été acquitté en mars par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité, lance son nouveau parti de gauche, le Congrès pour assurer la formation du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, nom du nouveau parti, se tient ce samedi 16 et ce dimanche 17 octobre, en ligne de mire, l'élection présidentielle de 2025. Les conditions troublantes du retrait des casques bleus gabonais de la Centrafrique par l'ONU ont fait l'objet de discussions entre le président gabonais Ali Bongo Ondimba et le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Ce dernier s'est rendu à Libreville le 13 octobre avec la volonté d'avoir plus d'éléments d'enquête. Rappelons qu'il y a 3 semaines, le contingent gabonais engagé dans la MINUSCA depuis 2014 a été renvoyé sur base d'allégations d'abus sexuels. Plus de détails avec Corinne Oné. Sur la question du retrait brutal du contingent gabonais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique MINUSCA, le président Faustin-Archange Touadéra demande aux Nations Unies de fournir des informations supplémentaires afin que des responsabilités soient clairement établies. Du côté de la centrafricaine, nos institutions n'ont pas eu vraiment des éléments d'appréciation ni une plainte de la part des victimes, et c'est pour cela que nous devions poursuivre les investigations, puisque c'est quand même des Centrafricains, de nos compatriotes, des Centrafricaines, et nous sommes en droit d'en savoir un peu plus, d'avoir les éléments pour apprécier. Suite à la décision du retrait des troupes gabonaises tombées le 15 septembre 2021, le président centrafricain s'est rendu au Gabon pour une rencontre avec son homologue Ali Bongo le 13 octobre dernier. Les troupes gabonaises sont accusées d'exploitation et d'abus sexuels sur des populations civiles centrafricaines. Au lendemain de l'annonce du retrait des 450 casques bleus, le gouvernement gabonais avait fait part de l'ouverture d'une enquête. La partie centrafricaine souhaite toutefois être associée aux démarches judiciaires. Comme c'est des faits qui sont produits en République centrafricaine, nous avons demandé à ce que nous soyons dorénavant impliqués dans les enquêtes qui sont en cours, que cela soit du côté des Nations Unies que du gouvernement gabonais, pour savoir un peu plus. Mais nous n'en étions pas associés. Donc, dans les faits, dans la vérification. Les militaires gabonais étaient présents en Centrafrique depuis 25 ans. Ils ont intégré ensuite les rangs de la MINUSCA en avril 2014, quand les Nations Unies ont déployé cette mission qui consistait à mettre fin à la sanglante guerre civile. En mars 2018, le Gabon avait annoncé sa décision de retirer son contingent de la MINUSCA en raison d'un retour progressif de la paix. 3 mois plus tard, sur la demande pressante du président Faustin-Archange Touadéra, le chef de l'État gabonais avait finalement annoncé le maintien de ses troupes dans le pays. En Centrafrique, le président Faustin-Archange Touadéra prône la voie du dialogue pour sortir le pays de la guerre civile qui sévit depuis 2013. Le chef de l'État a décrété le 15 octobre un cessez-le-feu unilatéral de son armée et de ses alliés dans la guerre qui les oppose aux rebelles. Cet appel au dialogue républicain est l'une de ses promesses énoncées lors de sa réélection de décembre 2020. Rappelons que jusqu'à présent, 14 groupes armés contrôlent environ 80% du territoire national centrafricain. Des organisations non gouvernementales tirent la sonnette d'alarme concernant le plan d'austérité prévu en Afrique de l'Ouest, un plan pour couper les dépenses publiques afin de compenser l'impact de la Covid-19, alors que les mesures d'aide du FMI et de la Banque mondiale sont terminées. Mais selon les ONG, ce plan d'austérité pourrait augmenter les inégalités et la pauvreté. Les explications de Roberto Bogbe.
L'indice d'engagement pour la réduction des inégalités montre que 14 des 16 pays ouest-africains prévoient de réduire leurs budgets nationaux d'un montant total de 26,8 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années afin de combler en partie les pertes de 48,7 milliards de dollars subies en 2020 dans la région des suites de la pandémie. Cette austérité a été encouragée par le FMI à travers ses prêts Covid-19, une mesure qui, selon Oxfam, doit être totalement inversée. L'argent a été déversé, certainement, mais est-ce que cet argent a servi à l'investissement public? Est-ce que cet argent a permis à plus de personnes en Afrique de l'Ouest de pouvoir jouir de leurs droits à la santé? Quand vous prenez un pays comme la Sierra Leone, 92% du montant est allé aux entreprises et aux plus riches. Le plan d'austérité que condamne cette confédération de 20 organisations caritatives indépendantes consiste à couper environ 27 milliards de dollars les 5 prochaines années dans le budget de 14 pays d'Afrique de l'Ouest, hormis la Gambie et le Nigeria. Oxfam préconise entre autres une mise en œuvre de mesures de protection sociale solides, la taxation des riches et des grandes entreprises pour minimiser les dégâts sur des millions de personnes déjà affectées par la pandémie de coronavirus. Si les pays ouest-africains décident pour les 5 prochaines années à rehausser leur recette fiscale de 1%, ces pays mobiliseront l'équivalent de 57 milliards de dollars. Et dites-vous, ces 57 milliards de dollars peuvent leur permettre, par exemple, de construire l'équivalent de 600 hôpitaux modernes dans la région, ce qui permettrait aux personnes d'accéder et de jouir de leurs droits à la santé. Cette réduction massive des finances publiques dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, selon Oxfam, affecte plus les femmes, une catégorie durement touchée en raison de leur forte concentration dans les emplois précaires. Le Gabon, 5e pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, a connu une dépréciation de sa production d'or noir au cours des 6 premiers mois de l'année 2021 par rapport à 2020. La Direction générale des hydrocarbures a enregistré un recul de 11,5%. Alors, quelles sont les conséquences de cette dépréciation sur l'économie du pays? Élément de réponse avec Philomène Tine. Avec 4,96 millions de tonnes métriques, soit 36,27 millions de barils, la production pétrolière du Gabon s'est dépréciée de 11,5% au premier semestre 2021 par rapport à la même période de 2020, notons auprès de la Direction générale des hydrocarbures du Gabon. Une situation due selon les autorités au respect des quotas de production fixés par l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, couplée au déclin de la production des champs matures. Compte tenu du poids des recettes pétrolières dans les revenus de l'État gabonais, il est clair que le déficit budgétaire de l'État va se creuser, conjugué aux autres effets de la conjoncture actuelle détériorée par la crise sanitaire Covid. On peut s'attendre effectivement à un recul de croissance d'ici la fin de l'année. Néanmoins, le recul de la production pétrolière du Gabon au cours du premier semestre n'a pas eu un fort impact sur les revenus du pays du fait de la remontée des cours sur le marché international. Selon les autorités, le Gabon jouit donc toujours des retombées de sa manne pétrolière et peut s'en féliciter. L'économie gabonaise, comme celle des autres pays de la zone CEMAC, est fortement dépendante de la production pétrolière depuis plus d'une cinquantaine d'années. Le gouvernement a effectivement engagé depuis quelques années un programme de diversification orienté vers une industrialisation progressive de l'économie à travers la transformation des produits locaux de consommation de masse. Il importe de poursuivre et même d'accélérer ce processus dans la mesure des moyens mobilisables tout en veillant à la consolidation des entreprises indigènes et à la migration des unités de production informelles vers le secteur formel. L'or noir reste en effet le premier contributeur au budget national du Gabon. Si le secteur des hydrocarbures au Gabon se porte relativement bien, il reste tributaire des aléas du marché mondial. Le plus grand rendez-vous du cinéma africain s'est ouvert ce samedi. La 27e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, se tient du 16 au 23 octobre après plusieurs reports à cause de la pandémie de Covid-19. Plus de 200 films ont été retenus pour concourir à l'étalon d'or du Yenanga, la récompense suprême. Plus de détails avec Samantha Saberou Saboubanga.
Après plusieurs reports dus à la pandémie du Covid-19, c'est finalement ce 16 octobre 2021 que s'est ouverte à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Durant 8 jours, les 239 films sélectionnés sur les 1132 inscriptions sont listes pour les talons d'or du Yeninga. La distinction suprême, cette édition se tient sous le thème « Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis ». Quand on parle souvent du Burkina Faso, c'est plus du fait du terrorisme et tout ça. Voir cet événement tous les 2 ans se tenir malgré tout, malgré les nombreux couacs, c'est vraiment à saluer. En 2019, le cinquantenaire a été célébré en grande pompe et voir le festival se maintenir, c'est énorme, vraiment. Pour le continent africain, c'est le grand rendez-vous du cinéma africain. C'est là où il faut absolument être quand on veut parler de cinéma africain, quand on veut parler de l'évolution, du développement du cinéma africain et aussi du secteur de l'audiovisuel. C'est là où se décide, où se signent aussi certains grands contrats, malgré le contexte qui est de plus en plus difficile. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus les guichets internationaux se retirer du financement du cinéma et tout. On parle de plus en plus de la nécessité pour nos propres organes comme l'Union africaine, entre autres organisations, la CEDEAO, l'UEMOA, de s'occuper de tout ce qui tourne autour de la culture, particulièrement du cinéma. Le Sénégal a été désigné pays invité d'honneur de cette édition. 55 films sénégalais ont été inscrits dans plusieurs catégories de cette édition de FESPACO, parmi lesquels une dizaine de films qui seront projetés pour 14 films en compétition. Cette année, de nouvelles catégories ont été créées afin de donner une meilleure visibilité aux acteurs du cinéma africain. Au-delà des 19 films que nous allons amener, dont 14 vont être en compétition officielle, nous allons également, du point de vue du volet artistique, mettre en lumière le savoir-faire donc de nos acteurs et de nos artistes. Parce que nous aurons Baba Mal qui sera de la partie, nous aurons le ballet de la Linguère de Sorano qui va y être, Didier Awadi et tant d'autres acteurs qui vont être sur place pour montrer donc le talent artistique de nos acteurs et pour montrer la symbiose qui existe entre le monde du cinéma et le monde donc des arts. Durant les débats au programme de la 27e édition du FESPACO, un certain nombre de défis majeurs seront examinés, notamment le Covid-19 et son impact socio-économique sur le cinéma et l'audiovisuel, les menaces sécuritaires et l'extrémisme violent dans certaines zones d'Afrique. À en croire le nouveau délégué général du FESPACO, Alex Moussa Sawadogo, cette édition est un défi pour montrer, malgré la situation sanitaire, que l'Afrique continue de créer, de rêver et de résister à tous les obstacles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.